Le terrible malheur. Ce fut après la mort tragique de Miss Flossie Monroe que je commençai à constater un changement chez Poirot. Jusqu'à présent, la confiance qu'il avait en lui s'était révélée d'une solidité à toute épreuve. Mais à la longue, les effets d'une tension continue finissaient par se faire sentir. Il devint grave, mélancolique, très irritable. Par moments, il était nerveux comme un chat. Il évitait dans la mesure du possible de discuter des quatre grands et, s'il paraissait s'adonner à ses occupations ordinaires avec la même ardeur que naguère, je savais qu'il s'occupait activement en secret de la grande affaire. Des Slaves, tous plus étranges les uns que les autres, venaient le voir très souvent, et bien qu'il ne m'accordât aucune explication sur ces mystérieuses manœuvres, je compris que ces individus d'allure passablement repoussante l'aidaient à mettre au point un nouveau système de défense ou une arme quelconque. Un jour, en voyant par hasard les écritures de son livret bancaire, il m'avait demandé de vérifier je ne sais quel détail, je m'aperçus qu'il avait payé une somme énorme, même pour lui qui désormais roulait sur l'or, à un Russe dont le nom comportait pratiquement toutes les lettres de l'alphabet. Mais il ne me fournissait aucune lumière sur la ligne de conduite qu'il se proposait d'adopter. Il se contentait de répéter inlassablement la même phrase. « C'est une erreur de sous-estimer son adversaire. Souvenez-vous-en, mon bon ami. » J'en déduisis que c'était là le piège qu'il voulait éviter à tout prix. La vie continua ainsi jusqu'à la fin mars. Puis, un matin, Poirot m'annonça une nouvelle qui me surprit énormément. « Aujourd'hui, mon bon ami, je vous recommande d'enfiler votre plus beau costume. Nous allons rendre visite au ministère de l'Intérieur. » Au ministre de l'Intérieur. Vraiment ? Voilà qui est exaltant. Il vous a convoqué pour vous confier une affaire ? Pas exactement. Il nous accorde cette entrevue sur ma demande. Vous vous rappelez peut-être que jadis je lui ai rendu un petit service. Depuis lors, il ne tarit pas d'éloges exagérés sur mes talents. Je m'apprête à tirer profit de cet avantage. Comme vous le savez, le président du Conseil français, M. Desjardins, est à Londres. À ma requête, le ministre de l'Intérieur s'est arrangé pour qu'il soit présent à notre petite conférence de ce matin. Le très honorable Sidney Crowther, ministre de l'Intérieur de Sa Majesté, était une personnalité bien connue. Âgé d'une cinquantaine d'années, il avait une expression narquoise et des yeux gris rusés. Il nous reçut avec cette délicieuse bonhomie qui, de l'avis général, était l'un de ses principaux atouts. Adossé à la cheminée se tenait un homme grand et mince, au visage sensible, arborant une barbe noire taillée en pointe. « Monsieur Desjardins, dit Crowther, permettez-moi de vous présenter Hercule Poirot. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. » Le Français inclina le buste et serra la main du détective. « Bien sûr, qui n'a pas entendu parler de monsieur Hercule Poirot ? » « Vous êtes trop courtois, monsieur, dit Poirot en s'inclinant, les joues rouges de plaisir. « On ne salue pas les vieux amis, intervint une voix posée. Debout dans un coin, près d'une haute bibliothèque, un homme s'avança vers nous. C'était notre vieille connaissance, monsieur Ingalls. Poirot lui serra la main avec chaleur. « Maintenant, monsieur, dit Crowther, nous sommes à votre disposition. J'ai cru comprendre que vous aviez une communication de la plus haute importance à nous faire. C'est le cas, monsieur. Il y a aujourd'hui dans le monde une vaste organisation criminelle dirigée par 4 individus connus sous le nom de 4 grands. Le numéro 1 est un Chinois, Li Chang-yen. Le numéro 2 est le milliardaire américain Abby Ryland. Le numéro 3 est une Française. Le numéro 4, selon moi, un obscur comédien anglais nommé Claude Darrell. Ces 4 personnages se sont ligués pour détruire l'ordre social existant et le remplacer par une anarchie sur laquelle ils régneraient en dictateurs. Incroyable, marmonna le Français. Ryland mêlé à une histoire pareille ? C'est par trop invraisemblable. Écoutez, monsieur, quelques-uns des exploits de ces 4 grands. S'ensuivit un captivant récit de Poirot. J'avais beau en connaître tous les détails par cœur, ils me procurèrent des émotions toutes neuves, tandis que j'écoutais le détective raconter sans fioriture nos aventures et nos évasions. Lorsque Poirot eut terminé, M. Desjardins regarda M. Crowther sans mot dire. L'autre lui rendit son regard.
Oui, monsieur Desjardins, je crois que nous devons admettre l'existence de ces 4 grands. Au début, Scotland Yard en a fait des gorges chaudes, mais ils ont été forcés de reconnaître qu'une grande partie des assertions de monsieur Poirot étaient exactes. Pour ma part, je ne puis m'empêcher de penser que monsieur Poirot exagère un peu. En guise de réponse, Poirot décrivit 10 événements saillants qui s'étaient produits dans un passé récent. On m'a demandé de ne pas les révéler au public, même aujourd'hui. Je m'abstiendrai donc de le faire. Je puis dire néanmoins qu'il mentionna toute une série d'accidents d'avion et d'atterrissages forcés, ainsi que les extraordinaires catastrophes qui, on le sait, avaient causé la perte d'un grand nombre de sous-marins. Selon Poirot, tous ces sabotages étaient l'œuvre des 4 grands et témoignaient du fait qu'ils détenaient des secrets scientifiques inconnus du reste du monde. Cela nous amena tout droit à la question que j'attendais du président du Conseil français. Vous dites que le 3e membre de cette organisation est une Française. Avez-vous une idée de son nom ? C'est un nom célèbre, monsieur, un nom respecté. Le numéro 3 n'est pas moins que la fameuse Madame Olivier. En entendant prononcer le nom de la savante mondialement connue, héritière des Curie, M. Desjardins bondit de son fauteuil, le visage empourpré par l'émotion. Madame Olivier ? Impossible, absurde. Cette accusation est une insulte. Poirot secoua doucement la tête sans répondre. Desjardins le regarda un moment avec stupéfaction, puis recouvrant son sang-froid, il lança un coup d'œil au ministre de l'Intérieur et se tapota le front en un geste significatif. « Monsieur Poirot est un grand homme, dit-il, mais les grands hommes eux-mêmes ont parfois leur petite marotte, n'est-ce pas ? Ils cherchent dans les hautes sphères des complots imaginaires, c'est bien connu. Vous partagez certainement mon avis, monsieur Crotter. » Le ministre de l'Intérieur resta silencieux quelques instants. Quand il répondit enfin, ce fut d'une voix lente, soucieuse. « Je n'en sais rien, ma foi, j'ai toujours eu et j'ai encore la plus grande confiance en monsieur Poirot, mais cette histoire est quand même un peu dure à avaler. » « Et ce Li Shangyen, reprit monsieur Desjardins, qui a seulement entendu parler de lui ? » De façon inattendue, la voix de M. Ingalls se fit entendre. « Moi !» Le Français le regarda les yeux ronds. M. Ingalls lui rendit son regard avec placidité. Il ressemblait plus que jamais à une idole chinoise. « M. Ingalls est notre plus grand spécialiste en politique chinoise, expliqua le ministre de l'Intérieur. Et vous avez entendu parler de ce Li Shangyen ? Avant que M. Poirot ne vienne me trouver, je pensais être la seule personne en Angleterre à connaître son existence. Ne vous y trompez pas, M. Desjardins. Un seul homme aujourd'hui compte en Chine. Li Shangyen. Il possède peut-être, je dis bien, peut-être, la plus grande intelligence du monde à l'heure actuelle. M. Desjardins en demeura abasourdi et finit par rendre les armes. « Il y a peut-être du vrai dans ce que vous dites, monsieur Poirot, déclara-t-il avec froideur. Mais en ce qui concerne madame Olivier, vous vous trompez du tout au tout. C'est une patriote irréprochable, entièrement dévouée à la cause de la science. » Poirot haussa les épaules sans mot dire. Après un silence d'une minute ou deux, mon ami se leva d'un air digne qui contrastait bizarrement avec son allure pittoresque. Voilà tout ce que j'ai à dire, messieurs, pour vous avertir. Je pensais bien avoir du mal à vous convaincre, mais au moins, vous serez sur vos gardes. Vous aurez mes paroles à l'esprit, et chaque fois qu'il se produira un événement nouveau, votre confiance vacillante sera affermie. Il m'était nécessaire de parler maintenant, car plus tard, je n'aurais peut-être pas été en mesure de le faire. « Vous voulez dire ?» demanda Crotter, impressionné malgré lui par la gravité de Poirot. « Je veux dire, monsieur, que puisque j'ai percé l'identité du numéro 4, ma vie ne vaut pas cher. Il essayera de me détruire par tous les moyens, ce n'est pas pour rien qu'on le nomme le destructeur. »
Messieurs, je vous salue. À vous, monsieur Crotter, je remets cette clé et cette enveloppe cachetée. J'ai rassemblé toutes mes notes sur cette affaire, avec mes suggestions sur les meilleurs moyens d'affronter la menace qui d'un jour à l'autre peut fondre sur le monde, et j'ai déposé le tout dans un coffre. Si je venais à mourir, monsieur Crotter, je vous autorise à prendre possession de ces documents et à en faire l'usage que vous voudrez. Et maintenant, messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Desjardins se contenta d'incliner le buste avec raideur. Crotter, lui, se leva avec empressement et tendit la main au détective. « Vous m'avez convaincu, monsieur Poirot, si invraisemblable que paraisse cette histoire, je vous fais une confiance absolue. » Ingalls partit en même temps que nous. « Je ne suis pas déçu par cette réunion, dit Poirot, tandis que nous nous éloignions. Je n'espérais pas convaincre Desjardins et j'ai au moins acquis la certitude que, si je meurs, les informations que j'ai recueillies ne mourront pas avec moi. En outre, j'ai fait 1 ou 2 convertis, pas si mal. »« Je suis de votre côté, vous le savez, dit Ingalls. À propos, je partirai pour la Chine dès que je pourrai me libérer. Est-ce bien sage ? » ?»« Non, dit sèchement Ingalls, mais c'est nécessaire. On doit faire ce qu'on peut. »« Ah, vous êtes un homme plein de bravoure, s'écria Poirot avec émotion. Si nous n'étions pas dans la rue, je vous embrasserais. Ingalls me parut singulièrement soulagé. Je ne serai pas plus en danger en Chine que vous à Londres, grogna-t-il. C'est peut-être assez vrai, admit Poirot. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne réussiront pas à massacrer aussi Hastings. Cela m'ennuierait grandement. J'interrompis cette joyeuse conversation pour faire observer que je n'avais nullement l'intention de me laisser massacrer. Peu après, Ingalls nous quitta pour rentrer chez lui. Nous marchâmes quelque temps en silence. Silence que Poirot rompit enfin par une déclaration totalement inattendue. Je pense vraiment que je vais devoir faire intervenir mon frère. « Votre frère » répétai-je interloqué. « Vous avez donc un frère ?»« Vous me surprenez, Hastings. Ne savez-vous pas que tous les détectives illustres ont des frères qui seraient encore plus illustres qu'eux s'ils n'étaient affligés d'indolence congénitale ?» Poirot adopte parfois un ton singulier qui rend pratiquement impossible de savoir s'il plaisante ou s'il parle sérieusement. C'était le cas en l'occurrence. « Comment se prénomme-t-il, votre frère » demandai-je, essayant de me faire à cette nouvelle idée. « Achille » répondit-il avec gravité. Il vit près de Spa, en Belgique. Tout en m'interrogeant vaguement sur le tempérament de feu Madame Poirot et sur son goût pour les prénoms du répertoire classique, je m'enquis avec curiosité. Que fait-il dans la vie ? Rien. Il a, je vous le répète, une nature notoirement indolente. Pourtant, ses capacités valent presque les miennes, ce qui n'est pas peu dire. Vous ressemble-t-il physiquement ? Un peu, mais il est loin d'être aussi beau que moi, et il ne porte pas de moustache. Est-il plus âgé ou plus jeune que vous ? Il se trouve que nous sommes nés le même jour. Un jumeau ! Précisément, Hastings. Vous sautez à la juste conclusion avec une infaillible exactitude. Mais nous voici à la maison. Occupons-nous sans tarder du mystère du collier de la duchesse. Mais il était dit que le collier de la duchesse attendrait. Une affaire d'une toute autre importance nous sollicitait. Notre logeuse, Miss Pearson, nous informa qu'une infirmière était là qui désirait voir Poirot. Assise dans le grand fauteuil face à la fenêtre, c'était une femme entre 2 âges, au visage avenant, vêtue d'un uniforme bleu marine. Elle se fit un peu prier pour en venir à l'objet de sa visite, mais Poirot eut au fait de la mettre à l'aise, et elle entra dans le vif du sujet. « Excusez-moi, monsieur Poirot, mais c'est la première fois que je rencontre un cas de ce genre.
La communauté des Sœurs de l'Arc m'a envoyé dans le Hertfordshire pour m'occuper d'un malade, un vieux monsieur du nom de Templeton. La maison est très agréable, la famille charmante. L'épouse, Mrs. Templeton, est beaucoup plus jeune que son mari et celui-ci a un fils d'un premier mariage qui habite avec eux. Je ne pense pas que le jeune homme et sa belle-mère s'entendent toujours très bien. En fait, ce n'est pas un garçon tout à fait normal, sans être exactement débile. Il est assurément un peu faible d'esprit. Bref, dès le début, la maladie de M. Templeton m'a semblé bizarre. Par moments, il allait très bien, et puis d'un seul coup, il a été pris de crampes d'estomac et de vomissements. Mais comme le médecin ne s'en inquiétait pas outre mesure, ce n'était pas à moi de faire une réflexion. N'empêche que je n'en pensais pas moins. Et puis, elle s'interrompit, rougissante. Il s'est passé quelque chose qui a éveillé vos soupçons, l'encouragea Poirot ? Oui, elle semblait avoir encore du mal à raconter la suite. J'ai découvert qu'une rumeur circulait parmi les domestiques, dit-elle enfin. Sur la maladie de M. Templeton ? Oh non, sûr. Mrs. Templeton ? Oui. Mrs. Templeton est le médecin, c'est cela ? Poirot avait un flair inouï pour ces choses-là. L'infirmière lui lança un regard débordant de reconnaissance et poursuivit. Donc, les domestiques chuchotaient, et un jour, par hasard, je les ai vus tous les deux, moi aussi, ensemble, dans le jardin. Elle en resta là. Notre cliente était tellement perturbée par ce manquement à la décence que personne n'aurait eu le cœur de lui faire préciser ce qu'elle avait vu dans le jardin. De toute évidence, elle en avait vu suffisamment pour se faire une idée de la situation. Les crises de M. Templeton sont allées en empirant. Selon le docteur Treves, c'est l'évolution logique et normale de la maladie, et M. Templeton n'en a plus pour longtemps à vivre. Pour ma part, je n'ai jamais rien vu de semblable, et j'ai pourtant une longue expérience d'infirmière derrière moi. À mon avis, ça ressemble davantage à une forme de... Elle s'interrompit, hésitante. Un empoisonnement à l'arsenic, suggéra Poirot. Oui. En plus, un jour, il a dit, je parle de mon malade, il a dit quelque chose de bizarre. Ils me feront la peau tous les quatre, ils finiront par m'avoir. Hein ? S'exclama Poirot. Ce sont ses propres mots, monsieur Poirot. Remarquez, il souffrait beaucoup à ce moment-là et savait à peine ce qu'il disait. Ils me feront la peau tous les quatre, répéta Poirot d'un air songeur. Qu'entendait-il par tous les quatre, d'après vous ? Je ne saurais dire, monsieur Poirot. J'ai pensé qu'il parlait peut-être de sa femme, de son fils, du médecin, et de Miss Clark, la dame de compagnie de Mrs. Templeton. Cela fait bien 4, n'est-ce pas ? Il s'imagine peut-être qu'il complote contre lui. Tout à fait, dit Poirot d'un air préoccupé. Et la nourriture ? Vous n'avez pas pu prendre des précautions sur ce point ? Je fais tout ce que je peux, bien sûr, mais Mrs. Templeton insiste parfois pour lui porter elle-même ses repas. En outre, je ne suis pas de garde en permanence. Évidemment, et vous n'êtes pas assez sûr de votre théorie pour aller trouver la police ? L'infirmière parut horrifiée à cette seule idée. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, monsieur Poirot. Hier, monsieur Templeton a eu une très forte crise après avoir pris un bol de potage. Alors, j'ai raclé le fond du bol et je vous l'ai apporté. Comme monsieur Templeton allait assez bien aujourd'hui, j'ai pu prendre ma journée sous prétexte de rendre visite à ma mère malade. Elle sortit de son sac un petit flacon rempli d'un liquide sombre qu'elle tendit à Poirot. « Excellent, mademoiselle. Nous allons le faire analyser sur le champ. Si vous voulez bien revenir dans, mettons, 1 heure, nous serons en mesure de vous dire si vos soupçons sont fondés ou non. » Poirot raccompagna notre visiteuse, non sans lui avoir demandé ses noms et qualités. Il rédigea ensuite un mot qu'il fit porter au laboratoire avec le flacon de potage. En attendant les résultats, Poirot s'amusa à vérifier les références de l'infirmière, ce qui me surprit. « Non, mon bon ami, déclara-t-il, je fais bien d'être prudent. N'oubliez pas que les 4 grands nous traquent. » Il ne tarda pas à obtenir la confirmation. Une infirmière du nom de Mabel Palmer, membre de l'Institut de l'Arc, avait bien été envoyée auprès du malade en question.
Rien à signaler, dit-il, l'œil pétillant. Tenez, voici l'infirmière qui revient. Et voici également le rapport de notre analyse. De notre analyste. Rien à signaler, dit-il, l'œil pétillant. Tenez, voici l'infirmière qui revient. Et voici également le rapport de notre analyste. Pardon, ça fait 2 fois la même chose. Y avait-il de l'arsenic ? Demanda Miss Palmer, le souffle court. Non, dit Poirot en repliant le papier. Nous en fûmes tous deux extrêmement surpris. Il n'y avait pas d'arsenic, continua Poirot, mais il y avait de l'antimoine. En conséquence, nous allons partir immédiatement pour le Hertfordshire. Prions le ciel qu'il ne soit pas trop tard. Il fut décidé que Poirot se présenterait pour ce qu'il était, un détective. Mais le but officiel de sa visite serait d'interroger Mrs. Templeton sur une de ses anciennes domestiques, dont Mabel Palmer lui avait donné le nom, censée être impliquée dans un vol de bijoux. Il était tard lorsque nous arrivâmes à Hampstead, la propriété des Templeton. Nous avions laissé 20 bonnes minutes d'avance à l'infirmière, afin de ne pas éveiller les soupçons en arrivant tous ensemble. Nous fûmes reçus par Mrs. Templeton, grande femme brune, aux mouvements gracieux et au regard fuyant. Lorsque Poirot déclina sa profession, je la vis retenir brusquement son souffle, comme effarouchée. Mais elle répondit d'assez bonne grâce à ses questions concernant la domestique. Ensuite, pour la mettre à l'épreuve, Poirot se lança dans le long récit d'une affaire d'empoisonnement où la coupable était l'épouse de la victime. Tout en parlant, il ne quittait pas des yeux le visage de Mrs. Templeton. Celle-ci, malgré tous ses efforts, avait peine à camoufler son agitation croissante. Soudain, elle bredouilla une excuse incompréhensible et sortit précipitamment de la pièce. Nous ne restâmes pas longtemps seuls. Un homme trapu, portant une petite moustache rousse et un lorgnon, fit son entrée quelques minutes plus tard. « Dr. Traves, se présenta-t-il, Mrs. Templeton vous demande de bien vouloir l'excuser. Elle est à bout, la tension nerveuse, le souci qu'elle se fait pour son mari, tout ça... Je lui ai conseillé de prendre du bromure et de se mettre au lit. Mais elle espère que vous resterez dîner à la fortune du pot. Je jouerai le rôle du maître de maison. Nous avons beaucoup entendu parler de vous par ici, monsieur Poirot, et nous voulons pleinement profiter de vous. Ah, voici Mickey. Un jeune homme entra dans la pièce, en traînant les pieds. Il avait un visage tout rond et des sourcils en accent circonflexe, qui lui donnaient un air perpétuellement étonné. Il nous serra la main en arborant un grand sourire emprunté. À n'en pas douter, c'était le fils des Bill. Nous ne tardâmes pas à passer à table. Le docteur Traves quitta un moment la salle à manger pour déboucher une bouteille de vin, je suppose, et dès qu'il fut sorti, la physionomie du jeune garçon changea de façon stupéfiante. Il se pencha en avant, les yeux rivés sur Poirot. « Vous êtes venu pour père, je le sais. Moi, je sais beaucoup de choses, mais personne ne s'en doute. Mère sera contente quand père sera mort et qu'elle pourra épouser le docteur Traves. Ce n'est pas ma vraie mère, vous savez. Je ne l'aime pas. Elle veut la mort de père. » Ce monologue avait quelque chose d'assez horrible, par bonheur. Le médecin revint avant que Poirot n'ait eu le temps de répondre, et nous nous battîmes les flancs pour trouver de quoi alimenter la conversation. Soudain, Poirot se tassa sur sa chaise en poussant un gémissement caverneux, le visage convulsé par la douleur. « Cher monsieur, qu'avez-vous » s'écria le médecin. « Une crampe d'estomac, cela m'arrive quelquefois. Non, non, je n'ai pas besoin de vos soins, docteur. Si je pouvais seulement m'allonger en haut. » On accéda aussitôt à sa requête et je l'accompagnai dans une chambre du premier étage où il s'effondra sur le lit en poussant des plaintes bruyantes.
Sur le moment, je m'y étais laissé prendre, mais j'avais vite compris que Poirot faisait son cirque, comme il aurait dit. Il cherchait en réalité à se retrouver près de la chambre du malade. Je ne fus donc pas surpris de le voir bondir sur ses pieds dès que nous fûmes seuls. « Vite, Hastings, la fenêtre, il y a du lierre au dehors. Descendons le long du mur, avant qu'il commence à avoir des soupçons. » « Le long du mur ? Oui, nous devons sortir de cette maison tout de suite. Vous avez vu ce qu'il faisait au dîner ? Le médecin ? Non, le jeune Templeton. Ce geste avec son pain. Vous vous rappelez ce que Flossie Monroe nous a dit avant de mourir ? Claude Darrell avait la manie de ramasser les miettes sur la table avec une boulette de mie. Hastings, ceci est un vaste complot. Et ce jeune homme au regard vide n'est autre que notre ennemi juré, le numéro 4. Dépêchons. Je ne discutais pas. Tout cela paraissait incroyable, mais je jugeais plus sage de ne pas perdre de temps. Le plus silencieusement possible, nous descendîmes en nous cramponnant aux lierres. Puis nous filâmes tout droit vers le village et la gare, juste à temps pour attraper le dernier train, celui de 20h34, qui arrivait à Londres vers 23h. « Un complot !» dit Poirot d'un air songeur. « Combien y avait-il de complices ? Je me demande. Je soupçonne que tous les membres de la famille Templeton sont des agents des 4 grands. Voulait-il simplement nous attirer là-bas, ou bien avait-il un plan plus subtil ? Comptait-il nous jouer la comédie et m'occuper pendant que... Pendant que quoi, je me le demande. Il demeura absorbé dans ses pensées. De retour à notre appartement, il me retint par le bras au moment où j'allais entrer dans le salon. « Attention, Hastings, j'ai mes soupçons. Laissez-moi passer en premier. » Je ne pus me défendre d'un léger amusement, le voyant actionner prudemment l'interrupteur avec une vieille guêtre. Il fit ensuite le tour de la pièce, lentement, à pas feutrés, comme un chat à l'affût du danger. Je l'observai un moment, restant docilement à ma place près du mur. « Tout semble normal, Poirot, dis-je avec impatience. Tout le semble, en effet, mon bon ami. Il semble. Mais nous devons être sûrs. Foutaise. En tout cas, moi, je vais allumer le feu et fumer une bonne pipe. Tiens, pour une fois, c'est moi qui vous prends en défaut. Vous êtes le dernier à vous être servi des allumettes et vous ne les avez pas rangées. Exactement ce que vous me reprochez sans arrêt. » Comme je tendais la main, j'entendis le cri d'avertissement de Poirot. Je le vis bondir vers moi. Mes doigts touchèrent la boîte d'allumettes. Il y eut une grande flamme bleue, une déflagration assourdissante, puis les ténèbres. Lorsque je revins à moi, le visage familier de notre vieil ami, le docteur Ridgway, était penché sur moi. Une expression de soulagement se peignit sur ses traits. « Ne bougez pas, dit-il d'un ton apaisant. Il y a eu un accident, mais vous n'avez rien. »« Et Poirot, murmurai-je. Vous êtes dans mon gourbi, tout va très bien. » Une peur glacée m'étreignit le cœur. Son refus de répondre fit naître en moi une horrible crainte. « Et Poirot, répétai-je, où est Poirot ?» Il fallait que je sache. Le médecin s'en aperçut et renonça à tergiverser plus longtemps. « Par miracle, vous vous en êtes tiré. »« Pas Poirot, hélas. » Un cri jaillit de mes lèvres. « Mort ! Il n'est pas mort !» Ridgway baissa la tête, le visage crispé par l'émotion. Avec l'énergie du désespoir, je me dressai en position assise. « Poirot est peut-être mort, dis-je d'une voix faible, mais son exemple nous reste. Je reprendrai le flambeau, mort aux 4 grands. » Puis je retombai en arrière, évanoui.